Alors vous le savez, on en a déjà parlé sur notre antenne, le gazoduc qui doublait Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui a amené le gaz russe jusqu'en Allemagne, a explosé le 27 septembre dernier. Alors tout de suite, les médias ont appelé à de la prudence, tout en émettant l'hypothèse que la Russie aurait pu se saboter elle-même. Alors pendant un an, le quotidien allemand Der Spiegel et le gouvernement allemand ont enquêté et la vérité a éclaté. Les responsables seraient un commando ukrainien à partir d'un bateau de plaisance, un voilier loué à Rostock en Allemagne. Le voilier s'appelle l'Andromeda et puis la croisière a été réservée donc, par une agence polonaise bidon. La gérante est domiciliée à Kiev avec un passeport ukrainien, un passeport roumain, mais avec une photo qui renvoie à une photo d'un soldat ukrainien. Alors, au printemps, on apprend que les services néerlandais avaient déjà prévenu qu'un commando ukrainien dans un bateau de plaisance allait saboter le gazoduc Nord Stream 2. Alors, ils ont retrouvé le voilier, loué le 6 septembre, rentré le 23 septembre au port, et les journalistes ont découvert des marques d'explosifs, et particulièrement des explosifs utilisés pour faire exploser des charges sous l'eau. Voilà, alors, on va en reparler avec Jacques Beau ce matin. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous êtes ex-membre des renseignements suisses, chef de la doctrine des opérations de la paix pour les Nations Unies et chef de la lutte contre la prolifération des armes légères à l'OTAN. Alors vous êtes aussi auteur de ce livre Opération Z aux éditions Max Milo. Vous étiez venu il y a moins d'un an nous en parler de cette explosion de Nord Stream 2 et tout de suite, alors vous aviez dit, vous étiez sceptique en tout cas, vous avez très vite éliminé la possibilité que ce soit donc des Russes qui auraient explosé Nord Stream 2. Alors pourquoi très vite vous avez eu cette intuition que ce qu'on nous racontait en tout cas dans les médias de grand chemin, c'est-à-dire un potentiel autosabotage de Nord Stream 2 par les Russes, pourquoi cette thèse ne vous convainquait pas complètement ? Alors, la première raison était évidemment qu'il est un peu toujours surprenant de voir quelqu'un qui sabote ses propres installations, Mhm. même si c'est pour donner des signaux, ou je sais pas, qui n'est pas du tout dans l'habitude des Russes et qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à maintenant, donc on ne verrait pas pourquoi ils changeraient de stratégie. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, l'élément le plus frappant, c'est que pour ceux qui ont travaillé avec l'OTAN, savent que la zone de Bornholm, donc c'est la zone qui entoure c'est cette petite île qui est au centre de la Baltique, qui est un passage obligé pour les sous-marins déjà soviétiques pendant la guerre froide et russes aujourd'hui, est un endroit qui est truffé d'électronique. C'est l'endroit le plus surveillé de la Baltique parce que si les sous-marins nucléaires russes veulent rejoindre l'Atlantique et donc menacer les États-Unis, ils doivent passer par Bornholm, qui est vraiment un chenal, si vous voulez, dans la Baltique. Et par conséquent, depuis les années 80, il y a tout un réseau de senseurs électroniques qui unit d'ailleurs déjà la Suède, le Danemark, l'Allemagne, naturellement les États-Unis, et des stations d'écoute électroniques qui aujourd'hui sont télécommandées. Autrefois, il y avait une station d'écoute électronique sur Bornholm. Elle était désaffectée parce qu'elle a été remplacée par des systèmes qui sont aujourd'hui télécommandés. Et vous ne pouvez pas bouger un poisson. Chaque poisson qui passe est observé dans cette zone. Donc, si quelqu'un a fait quelque chose dans le secteur de Bornholm, il a été détecté inévitablement par le réseau, si vous voulez, de surveillance sous-marine, qui avait été d'ailleurs aussi accentué par le fait que dans les années 80, la Suède avait émis l'hypothèse que les sous-marins russes préparaient une opération contre ses côtes. D'ailleurs, il y avait un sous-marin russe qui avait été échoué. Ça avait été un sujet de moquerie pour les soviétiques à l'époque. Euh, et donc, cette zone est hyper surveillée. Il est impossible que quelque chose soit passé sans que les Américains le sachent. Mhm. Par conséquent, que si les Russes avaient fait une opération qui demande quand même de stationner sur zone pendant quelques heures au minimum, eh bien, il est à peu près impossible qu'on ne l'ait pas su. Ça, c'était mon principal argument, que d'ailleurs personne n'a relevé, parce que personne ne connaît vraiment le dispositif électronique qui est dans cette région. Et à ce moment-là, vous étiez en contradiction avec les médias de grand chemin qui
donc supposait que c'était potentiellement la Russie qui aurait fait exploser son propre gazoduc. Aujourd'hui, on se rend compte que donc c'est d'après Der Spiegel et puis l'administration allemande, donc ça serait donc un commando ukrainien. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, vous? Pourquoi l'Ukraine s'attaquerait à l'Allemagne, sachant que l'Allemagne soutient l'Ukraine dans la guerre contre la Russie? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'information qu'on a maintenant n'est absolument pas nouvelle. C'est exactement ce qui avait été dit en mars de cette année, au début mars, où vous avez simultanément deux histoires qui sont parues dans le New York Times, si ma mémoire est bonne, et puis dans Die Zeit en Allemagne, et qui retraçaient l'épopée d'un groupe. Alors, les histoires divergeaient un petit peu. Les Américains parlaient d'un groupe pro-ukrainien, alors que Die Zeit et la chaîne allemande ARD, ils avaient travaillé ensemble pour cette enquête, parlaient déjà d'un commando ukrainien. Et pratiquement les différents éléments qui avaient été relevés à l'époque par la version allemande, si vous voulez, ou les Allemands en mars, eh bien, se sont trouvés confirmés ces derniers jours. Donc, on n'a absolument rien de nouveau. Ce qu'on avait, le seul élément vraiment nouveau qu'on a eu était en fait au mois de juin, lorsque des magazines américains avaient révélé que la CIA avait déconseillé à l'Ukraine de faire cet attentat. En réalité, en juin, et ça on le sait par le MIVD, le service de renseignement néerlandais, et apparemment, les Ukrainiens auraient, parce qu'ils étaient obligés d'ailleurs de demander conseil aux Américains, et puis les Américains leur auraient déconseillé de le faire. Maintenant, jusqu'où c'est allé? Manifestement, c'est pas allé jusqu'à une interdiction, puisque le sabotage a eu lieu, mais ça veut dire que les Américains étaient au courant, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le New York Times au mois de juin. Donc rien de vraiment nouveau en réalité. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pas tellement si c'est réel, si ça s'est vraiment passé comme ça, ou les détails, on les connaîtra probablement jamais, à vrai dire. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette information ressort maintenant? Oui. Parce qu'en réalité, au début de l'année, on avait déjà émis l'idée de sabotage, pourtant rien ne s'est passé. Il n'y a eu aucune action contre l'Ukraine. Aujourd'hui, on ressort cette affaire alors que l'Ukraine est en très mauvaise passe dans sa contre-offensive, que le ministre de la Défense a été limogé, ou en tout cas remplacé, et puis il a été démis de ses fonctions. Et puis, un des coupables que l'on désigne pour cet échec de la contre-offensive, c'est le général Zaloujny, qui est le commandant en chef des forces ukrainiennes, qui est déjà sur la sellette depuis un certain temps et qui, comme en témoignent d'ailleurs les révélations du service de renseignement néerlandais au mois de juin, ce serait été le général Zaloujny qui avait donné le blanc-seing pour l'opération de Nord Stream. Par conséquent, on pourrait être en ce moment dans une sorte de phase de nettoyage où on essaie de trouver des prétextes, comme on a trouvé le prétexte pour Reznikov de corruption, alors que le prétexte réel, c'est la contre-offensive. Et puis, on pourrait trouver également pour Zaloujny le prétexte de Nord Stream pour... voilà. Ça pourrait être des scénarios possibles. Je ne peux pas le certifier à ce stade, mais il faut se demander pourquoi ces informations sortent plutôt que d'essayer de savoir s'il était vraiment juste qu'on a pris tel bateau et si vraiment il a été capable, parce qu'on a aussi évoqué la possibilité que ce bateau n'était pas en mesure de transporter autant d'explosifs, de personnel et de matériel nécessaires pour l'opération. Donc on a un peu tout et son contraire concernant ces soi-disant révélations.
Oui, et justement, l'enquête du Der Spiegel, donc c'est ce quotidien allemand, explique que Volodymyr Zelensky n'était pas au courant du sabotage, n'était pas au courant de ce commando sur Nord Stream 2. Est-ce que vous pensez que vous trouvez pas ça étonnant que Volodymyr Zelensky ne soit pas au courant d'un sabotage Voilà. d'un gazoduc russe par un commando ukrainien? Oui, ça semble un peu incroyable. C'est pour ça que je dis toute cette affaire semble avoir été un peu montée comme étant. D'ailleurs, l'affaire est sortie en mars de cette année, euh, 4 mois après ce fameux article de Seymour Hersh qui avait, selon des sources qu'il prétendait fiables, au sein des services américains, qui, selon lui, donc, aurait été détruit ou saboté par des commandos pilotés par les États-Unis. Donc, on avait tout d'un coup, au mois de mars, avec l'histoire de l'Ukraine, une sorte de contre-narratif qui permettait, parce que, et le contre-narratif, choisir l'Ukraine dans ce contre-narratif n'était pas complètement innocent, parce que le problème du sabotage par les États-Unis, c'est qu'on avait une situation où un pays de l'OTAN s'attaquait à un autre pays de l'OTAN. Et pratiquement, si vous prenez tous les pays maintenant qui sont autour de Bornholm, vous avez pratiquement tous les pays de l'OTAN. Par conséquent, ça devient un peu politiquement assez, en allemand on dirait brisante, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, et d'avoir des pays de l'OTAN qui se tirent dessus mutuellement. Par conséquent, l'Ukraine devenait un peu comment, le coupable idéal, et ça s'harmonisait assez bien avec les pressions qu'on pouvait faire sur le gouvernement ukrainien pour sa contre-offensive. Mais évidemment, il fallait préserver Zelensky, et c'est pour ça j'ai l'impression que toute cette affaire est un peu cousue de fil blanc, personnellement. Je n'en ai aucune preuve, aucun élément, mais ça me semble un peu cousu de fil blanc. Parce qu'il faut trouver un responsable. On va essayer, de nouveau, Zaloujny a été désigné depuis maintenant plusieurs mois comme candidat possible. Ça peut donner un prétexte pour le renvoyer, et on essaye de trouver tous les prétextes possibles pour justifier, si vous voulez, d'abord le maintien de Zelensky, parce qu'on ne sait pas qui pourrait le remplacer si, d'une manière ou d'une autre, il était politiquement, si pas physiquement éliminé. Et donc, il faut trouver pas une explication, mais une mesure pour expliquer les failles ou les défaillances de cette contre-offensive ukrainienne sur laquelle les Occidentaux avaient énormément d'espoir, pas seulement sur le plan militaire, mais surtout sur le plan politique, parce que une victoire, même minime, dans cette contre-offensive aurait permis de se dégager plus facilement dans le cadre d'une éventuelle négociation. Mais aujourd'hui, sans aucun succès, on ne voit pas comment, si une négociation devait se passer, elle pourrait se faire sans être au terme, si vous voulez, de la Russie. C'est ça un peu le problème qu'il y a aujourd'hui. Alors, on nous a expliqué donc que donc l'Ukraine, en tout cas Volodymyr Zelensky n'était pas au courant, mais que les États-Unis étaient en courant et avaient fait en sorte de dissuader l'Ukraine d'exécuter cette explosion. Ça encore, c'est un récit qui est étonnant aussi, c'est-à-dire de se dire les États-Unis étaient au courant qu'il y aurait potentiellement une explosion, mais Volodymyr Zelensky n'était pas au courant lui-même. Oui, ben alors évidemment, ça, on revient à ce qu'avaient dit les services néerlandais au mois de juin, où ils avaient dit qu'effectivement, les Américains avaient été au courant, mais avaient déconseillé. Mais Zelensky, on voit que dans tous les narratifs qui ont tourné autour de cet incident, Zelensky est resté dans une sorte de bulle protégée, si vous voulez. On n'a jamais voulu l'impliquer là-dedans. On a impliqué d'autres. Reznikov avait déjà été mentionné, d'ailleurs, le ministre de la Défense avait été mentionné comme responsable potentiel ou possible de la décision d'aller de sauter ça. Parce que, en réalité, comme vous l'avez dit, on imagine mal qu'une action de cette envergure au niveau politique, en tout cas, avec évidemment des retombées économiques, bien entendu, mais surtout au niveau politique, dans un pays de l'OTAN, contre un pays de l'OTAN, avec quand même des moyens conséquents pour la mener à bien, on imagine mal que ça puisse se faire sans une décision assez haut placée, effectivement. Donc,
C'est pour ça que Zaloujny serait un bon fusible, si vous voulez, pour cette affaire. Merci beaucoup, Jacques Beau. On va conclure là-dessus. Je rappelle que vous êtes ex-membre des renseignements suisses. Et puis, je rappelle le titre de votre dernier livre, Opération Z, aux éditions Max Milo. On continuera évidemment à suivre cette affaire de l'explosion de Nord Stream 2 avec vous. Merci à vous.